Avez-vous déjà demandé combien de temps une personne peut vivre en silence? Je ne parle pas du silence physique, mais de celui qui naît au fond de l'âme et corrode chaque fragment de ce que vous croyez être. J'ai vécu en silence pendant 17 ans, un silence qui me brûlait la gorge chaque fois que j'avalais les mots que je ne pouvais pas prononcer. Un silence qui m'étouffait à l'aube, en regardant le plafond pendant que j'attendais que sa voiture se gare dans le garage, apportant avec elle des parfums qui n'étaient pas les miens. Je m'appelle Jeanne, et quand je me suis mariée avec Étienne à l'âge de 18 ans, je croyais accomplir le dessein que Dieu avait pour moi. Il avait 42 ans. Il était respecté, admiré, un homme de Dieu. Du moins, c'est ce que tout le monde disait. L'ancien qui guidait notre congrégation avec des mains fermes et des paroles éloquentes, l'homme qui, aux yeux de tous, était un exemple de rectitude et de sagesse. Personne ne pouvait voir ce qui se passait quand les portes se fermaient. J'ai appris à pleurer sans faire de bruit. J'ai découvert comment sourire tout en mourant à l'intérieur. Je suis devenue experte pour cacher les bleus avec du maquillage bon marché et inventer des excuses créatives pour les yeux gonflés. C'est une allergie, disais-je. Je n'ai pas bien dormi, expliquai-je. Et tout le monde me croyait. Parce que qui soupçonnerait l'épouse de l'homme le plus respecté de la congrégation? Les gens disent souvent que le temps guérit tout, mais ce n'est pas vrai. Le temps ne guérit pas, il nous apprend seulement à vivre avec les blessures. Pendant des années, j'ai appris à vivre avec le cœur brisé. Je partageais des repas en famille, tout en faisant semblant de ne pas remarquer les regards que mon mari lançait aux jeunes sœurs de la congrégation, ou comment ignorer ses rencontres secrètes, les messages cachés, les mensonges prononcés avec la même bouche qui prêchait la parole le dimanche. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de sourire et dire « Amen » pendant que votre mari prêche sur la fidélité conjugale? Comment c'est de servir du café après le culte à la femme avec qui il vous trompe? Ou de laver des chemises avec des traces de rouge à lèvres et quand même préparer son plat préféré pour le dîner? Peut-être pensez-vous que j'étais faible de ne pas partir. Peut-être croyez-vous que j'aurais dû le dénoncer, crier, tout exposer. Mais la vie offre rarement des options simples aux femmes comme moi, élevées pour servir, obéir et endurer. Quand vous avez 4 jeunes enfants, aucune formation professionnelle et une communauté entière qui dépend de l'image parfaite de votre famille, la porte de sortie semble scellée avec 1000 cadenas. Ceci n'est pas seulement une histoire d'infidélité ou d'un mariage raté. C'est une histoire sur comment le silence peut être la forme la plus profonde de violence. Et sur comment, après des années à étouffer ma propre voix, j'ai finalement redécouvert le son qui m'appartenait à moi seule. Je suis née dans les faubourgs de Marseille, dans une famille humble et profondément religieuse. Mon père, employé de la poste, et ma mère, couturière, ont élevé mes 2 frères aînés et moi selon les principes rigides de notre congrégation évangélique. Dès l'enfance, j'ai appris que le plus grand dessein d'une femme était d'être une bonne épouse et mère, de servir le Seigneur et d'obéir à l'autorité masculine, d'abord au père, puis au mari. Les après-midi du dimanche, nous les consacrions aux réunions dans la salle simple où se rassemblèrent les fidèles. C'est là, sur ces bancs en bois avec des coussins cousus par ma mère, que j'ai rencontré Étienne pour la première fois. J'avais 12 ans. Lui, déjà dans la trentaine, venait d'arriver à notre congrégation depuis Lyon avec de brillantes recommandations et une réputation irréprochable comme leader spirituel. Je me souviens clairement du respect avec lequel mon père le traitait, de l'admiration dans les yeux de ma mère quand il visitait notre maison pour les études bibliques familiales. « Observe comment se comporte un homme de Dieu, Jeanne », murmurait ma mère pendant que je servais des biscuits et du jus. Et j'observais, fasciné par son éloquence, par sa connaissance apparemment infinie des Écritures, par le respect que tous lui vouaient. À 16 ans, j'ai commencé à remarquer ses regards. Au début, je les ai confondus avec un intérêt paternel. Après tout, il avait 24 ans de plus que moi. Quand j'ai eu 17 ans, Étienne a parlé en privé avec mon père. Ce soir-là, mes parents m'ont appelé au salon pour m'annoncer que le respecté ancien avait demandé ma main en mariage. « C'est un honneur pour notre famille, ma fille », déclara mon père les larmes aux yeux. « Un homme de Dieu t'a choisi. Il n'y a eu aucune question sur mes sentiments ou désirs. Dans notre communauté, un tel mariage était une bénédiction divine, une confirmation que j'avais été bien élevée. Je me souviens avoir souri et remercié pendant qu'à l'intérieur, un tourbillon d'émotions me consumait. Peur, honneur, confusion et un éclair de fierté d'avoir été choisi par quelqu'un de si vénéré. Les fiançailles n'ont duré que 6 mois. Nos conversations, toujours supervisées, tournaient autour de ces plans pour notre vie ensemble. La maison que nous achèterions,
les enfants que nous aurions, le rôle que je jouerais comme épouse d'un leader spirituel. J'acquiesçais, répétant les phrases apprises depuis l'enfance sur la soumission et le compagnonnage. Je me suis mariée un samedi ensoleillé de septembre, 2 semaines après avoir eu 18 ans. Ma robe, cousue par ma mère avec de la dentelle achetée à crédit, était modeste et élégante comme il convenait à une mariée de notre congrégation. Étienne m'attendait à l'hôtel, imposant dans son costume sombre, ses 42 ans marqués par quelques rides et les premiers gris à ses tempes. « Seras-tu soumise et fidèle à ton mari, comme l'Église est soumise au Christ ?» demanda le pasteur. « Oui », répondis-je, sans imaginer la dimension de l'engagement que je prenais. Ce soir-là, dans un petit hôtel du centre de Marseille, j'ai découvert le premier indice de ce que serait ma vie à partir de ce moment. Son amabilité étudiée disparut dès que la porte se ferma, laissant place à un homme possessif et contrôlant qui voyait mon corps comme une propriété nouvellement acquise. « Une bonne épouse ne montre pas de honte devant son mari », dit-il pendant que je, tremblante, essayais de cacher mon inexpérience. « Tu dois me satisfaire quand je le désire. » Le lendemain matin, pendant qu'il se douchait, j'ai regardé mon reflet dans le miroir embué et je n'ai pas reconnu la femme qui me rendait le regard. Avec 18 ans tout juste accomplis, je n'étais plus une fille, mais je ne savais pas encore comment être la femme qu'il exigeait que je sois. L'annonce à la congrégation se fit le dimanche suivant. Debout à côté d'Étienne, je recevais des embrassades et des félicitations de la communauté, pendant qu'il proclamait que Dieu avait béni notre union. J'ai souri comme on l'attendait, bien qu'un doute grandissait en moi. Est-ce que cette union changerait notre mariage? Est-ce qu'Étienne deviendrait l'homme que tous croyant qu'il était? La réponse arriva quelques semaines plus tard, quand en entrant dans son bureau avec une tasse de thé, je le surpris dans un appel chuchoté avec une voix féminine que je ne reconnus pas. Nos regards se croisèrent. J'ai laissé la tasse en silence et suis sorti en fermant la porte derrière moi. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai pleuré ouvertement à ses côtés. Il s'est seulement retourné me tournant le dos, attribuant mes larmes aux hormones de la grossesse avant de s'endormir. Pendant que je contemplais le plafond avec une main sur mon ventre, me demandant quel genre de monde attendait mon enfant. Les années ont passé avec la lenteur d'une horloge cassée. Après 4 enfants, Guillaume né en 1970, Rachel en 1972, Luc en 1975 et le petit Daniel en 1978, j'étais devenue une experte en gestion d'un foyer, en éducation d'enfants et en maintien des apparences. De l'extérieur, nous étions la famille modèle de la congrégation. Le respecté ancien Étienne, sa dévouée épouse Jeanne et leurs 4 enfants bien élevés qui occupaient le 2e banc chaque dimanche. Guillaume avait 14 ans quand l'événement qui changerait tout se produisit. Rachel avait 12 ans, Luc 9 et Daniel venait d'avoir 6 ans. Nous étions en 1984 et 17 ans s'étaient écoulés depuis mon mariage. Je vivais dans un état d'anesthésie émotionnelle, accomplissant mes devoirs mécaniquement, tout en ignorant les infidélités de plus en plus évidentes d'Étienne. Ce fut un mercredi pluvieux, comme les autres, en février 1984. Je préparais le déjeuner quand le téléphone fixe sonna. De l'autre côté, Marthe, une jeune de la congrégation d'un peu plus de 20 ans, balbutia entre les larmes qu'elle était enceinte d'Étienne. Il l'avait menacée de la dénoncer devant la congrégation si elle parlait, l'assurant que je comprenais sa nature d'homme et que notre mariage était suffisamment solide pour supporter ses écarts. Ces paroles résonnèrent comme un écho de 17 ans d'humiliation silencieuse. Pendant que l'eau de la soupe bouillait sur le fourneau, je sentis quelque chose en moi se cristalliser. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était plutôt une clarté soudaine, comme si un voile épais se levait enfin de mes yeux. Le son de la clé dans la porte annonça le retour d'Étienne. Quand il entra dans la cuisine, il me trouva immobile devant la cuisinière. Pour la première fois en presque 2 décennies, je le regardais directement dans les yeux sans baisser le regard. « Marthe m'a appelé », dis-je avec un calme que je ne savais pas posséder. Sa réaction fut instantanée. D'abord le déni, puis la colère. Comment osais-je croire une femme perturbée? Comment pouvais-je douter de lui, un homme de Dieu? Ces paroles venaient avec la force habituelle, cette intimidation qui m'avait réduite au silence tant de fois auparavant. Mais quelque chose avait changé en moi. Quand il leva la main pour me frapper comme tant de fois auparavant, un instinct primaire, peut-être celui de survie accumulé pendant toutes ces années, me fit saisir la marmite chaude. Le métal heurta son visage avec un craquement sourd qui sembla suspendre le temps. Il tomba au sol en criant, pendant que moi, tremblante mais résolue, je marchais vers le téléphone pour appeler les urgences et ensuite ma sœur aînée Thérèse,
qui pendant des années m'avait offert refuge et que j'avais toujours refusé par peur, par honte, par cette croyance profondément ancrée que j'avais fait des vœux devant Dieu et que je devais les honorer, peu importe le prix. Dans les heures suivantes, notre maison se transforma en scène chaotique. L'ambulance emmena Étienne avec des brûlures au 2e degré sur le visage et le cou, pendant que je faisais les bagages essentiels pour les enfants, et laissais derrière moi le seul foyer que j'avais connu depuis l'âge de 18 ans. Le visage d'Étienne restait partiellement couvert de bandages pendant qu'il alternait entre menaces dirigées vers moi et explications confuses aux ambulanciers sur un accident domestique. Les voisins se pressaient aux fenêtres et portes avec une curiosité mal dissimulée. Des membres de la congrégation apparurent, attirés par le scandale, leurs regards oscillant entre la pitié et le jugement. Je pouvais presque entendre leurs pensées. Comment la douce Jeanne avait-elle pu faire une chose pareille? Sûrement il devait y avoir une explication. Le frère Étienne était un homme si bon, si pieux. Ce soir-là, pendant que mes enfants dormaient chez ma sœur à Aix-en-Provence, dans le petit appartement qu'elle partageait avec son mari professeur, je me regardais dans le miroir de la salle de bain. La femme de 35 ans qui me rendait le regard avait la lèvre fendue, un œil qui commençait à gonfler, des cernes profondes creusées par des années d'anxiété et de nuits sans sommeil, mais aussi une lumière dans les yeux qui ne se voyait pas depuis avant mon mariage. Pour la première fois en 17 ans, je sus ce que signifiait me choisir moi-même, choisir la vie au lieu de la survie. Le scandale se propagea dans la congrégation comme une traînée de poudre, amplifiée par les appels téléphoniques et les visites inquiètes. Mais curieusement, personne ne mentionnait ma lèvre blessée ni la grossesse de Marthe, cette jeune femme de 22 ans qui portait maintenant le poids d'un secret qui menaçait d'exploser. L'histoire officielle semblait déjà se cristalliser. Jeanne avait eu une crise, peut-être une dépression postpartum tardive, peut-être une faiblesse spirituelle. Le pauvre frère Étienne était la victime. Quand j'ai récupéré mes enfants à l'école d'Aix-en-Provence cet après-midi-là, j'ai remarqué que les autres parents gardaient leur distance, comme si ma rébellion, ou plutôt ce qu'ils percevaient comme ma folie, était contagieuse. Guillaume, à ses 14 ans, fut le premier à remarquer le changement dans mon visage. « Qu'est-il arrivé à ton visage, maman ?» demanda-t-il avec une inquiétude qui me brisa le cœur. Ma réponse fut simple, mais honnête. « Une dispute avec ton père. J'ai dû me défendre. » Les 4 enfants restèrent silencieux pendant le trajet en taxi vers l'appartement de Thérèse, leurs petits visages tournés vers la fenêtre, processant probablement l'explosion de leur monde, tel qu'ils le connaissaient. Ma sœur Thérèse m'accueillit sans jugement, sans questions accusatrices, offrant simplement son canapé-lit et la chambre d'amis pour les enfants. Son mari, Marc, enseignant d'histoire au lycée, se montra également compréhensif, ce qui me surprit. J'avais tellement intériorisé l'idée que les hommes prendraient automatiquement le parti d'Étienne que cette solidarité masculine silencieuse mais réelle me toucha profondément. Cette nuit-là, les appels ne cessèrent pas. D'abord les 3 anciens de la congrégation cherchant des détails, leur ton oscillant entre préoccupation paternaliste et suspicion à peine voilée. Puis Étienne lui-même depuis l'hôpital, sa voix rendue rauque par la douleur et la colère, menaçant de me prendre les enfants, de me dénoncer pour tentative d'homicide, de s'assurer que je ne revois jamais mes enfants si je ne rentrais pas immédiatement à la maison et ne me repentais pas publiquement devant la congrégation. Mais pour la première fois en 17 ans de mariage, quelque chose en moi refusa de céder. J'ai riposté, ma voix tremblante mais ferme. « Si tu me dénonces, Étienne, je révélerai tout. » L'affaire de Marthe, mais aussi les autres femmes au fil des années, celles dont j'ai prétendu ne rien savoir. Et l'argent aussi, celui qui a disparu du fonds de construction du nouveau temple, celui que tu as utilisé pour tes escapades. Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. Puis un déclic. Il avait raccroché. Mais dans ce silence, j'avais entendu quelque chose d'essentiel. La balance du pouvoir venait de basculer. La réunion judiciaire de la congrégation, convoquée 1 semaine plus tard, fut un exercice de théâtre médiéval. 3 anciens, incluant Étienne lui-même avec ses bandages encore visibles, transformés en stigmates de ma prétendue violence, siégeaient derrière une longue table dans la salle de réunion de la congrégation. J'étais assise seule en face d'eux, comme une accusée, sans droit à un avocat ou même à un ami présent. Ils m'interrogèrent sur ma violence contre un oint du Seigneur, sur mon manque de soumission, sur mon échec en tant qu'épouse à créer un foyer paisible où un homme de Dieu pourrait se ressourcer après ses labeurs spirituels. Quand j'ai osé mentionner Marthe, le nom que j'avais gardé en réserve comme une arme défensive,
Étienne m'a qualifié d'émotionnellement instable, répétant ses accusations de dépression, suggérant même que j'avais des hallucinations, que Marthe était une jeune sœur confuse que j'avais mal comprise. Les autres anciens hochèrent la tête avec sympathie, pour lui bien sûr, jamais pour moi. La sentence fut prononcée avec une solennité qui se voulait biblique. Désassociation immédiate et totale. L'excommunication impliquait être traitée comme morte par tous les membres de la congrégation, y compris ma propre famille si elle voulait rester en règle. Mes parents, présents à cette réunion mais silencieux, baissèrent les yeux quand le verdict tomba. Je ne les reverrai pas pendant 3 ans. Mais si je pensais que le tribunal religieux était la pire épreuve, je me trompais. La bataille légale pour la garde des enfants devint mon nouveau cauchemar. Au tribunal de la famille de Marseille, mon avocat, Maître Dubois, un récent diplômé qui acceptait les cas pro bono pour se faire la main, argumenta courageusement la légitime défense. Il présenta des photos de mes lèvres fendues, prises par Thérèse le soir de l'incident, des témoignages de voisins qui avaient entendu des disputes au fil des ans, même si aucun n'avait jamais osé intervenir. Mais Étienne, avec son costume impeccable malgré les bandages encore visibles, accompagné d'un avocat chevronné payé par la congrégation, présenta une histoire très différente. Il était l'époux dévoué, le père aimant, le pilier de la communauté soudainement victime d'une épouse instable. Des témoins de la congrégation vinrent un à un confirmer son caractère exemplaire. Personne ne mentionna Marthe, qui avait mystérieusement quitté la ville. Personne ne parla des autres femmes. Mon acte fut présenté comme de la violence domestique gratuite et inexplicable. Le juge, un homme d'âge moyen qui semblait pressé de terminer cette journée de travail, accorda la garde provisoire à Étienne avec des visites supervisées pour moi, 2 samedis par mois, dans un parc public, sous la surveillance d'un travailleur social. Les 3 mois suivants dans le petit appartement de Thérèse furent une descente dans un type de pauvreté que je n'avais jamais connu. Avec seulement 23 € restants après le paiement de mon avocat, refusé à 12 entretiens d'embauche en raison de mon manque total d'éducation formelle et de mon absence d'expérience professionnelle, je dépendais entièrement du salaire d'institutrice de Thérèse et de la patience de son mari. Je dormais sur leur canapé-lit, me réveillant chaque matin avant l'aube pour le replier et effacer les traces de ma présence avant qu'il ne se lève. Les visites avec mes enfants dans des parcs publics sous la surveillance d'une travailleuse sociale nommée Madame Bertrand étaient des exercices de torture émotionnelle. Guillaume, maintenant 15 ans, oscillait entre colère contre moi pour avoir détruit notre famille et une tristesse profonde qu'il essayait de cacher. Un samedi, après avoir regardé d'autres enfants jouer librement avec leurs parents, il mentionna que son père lui avait offert mon pardon complet si je me repentais publiquement et revenais à la maison. Nous n'avons jamais été vraiment heureux là-bas, admit-il dans un rare moment de vulnérabilité. Mais maintenant les autres enfants nous regardent comme des pestiférés à l'école. Papa dit que c'est de ta faute. Rachel, ma petite de 12 ans, était devenue silencieuse et renfermée. Elle dessinait constamment dans un carnet que Thérèse lui avait offert, des images sombres de maisons brisées et de personnages seuls. Luc et Daniel, trop jeunes pour vraiment comprendre, me demandaient simplement quand je rentrerais à la maison. Le mot « brisé » résonnait constamment dans mon esprit, décrivant parfaitement mon état, fragmenté, incapable de reconstruire ma vie, incapable de protéger mes enfants, incapable même de me nourrir sans dépendre de la charité de ma sœur. Il y eut des nuits où, allongé sur ce canapé-lit inconfortable, j'ai sérieusement contemplé retourner avec Étienne. Peut-être pourrais-je supporter quelques années de plus, peut-être pourrais-je tenir jusqu'à ce que Daniel ait 18 ans, au moins mes enfants auraient leur mère, au moins ils ne seraient pas stigmatisés, au moins je ne serais pas un tel fardeau pour Thérèse. Le tournant inattendu arriva un après-midi particulièrement désespéré de mai 1984. Avec mes derniers 5 € en poche, je décidai d'entrer dans un petit café à Aix-en-Provence pour dépenser cette petite fortune en une boisson chaude, juste pour avoir un moment de normalité, pour m'asseoir quelque part qui n'était pas l'appartement de ma sœur, pour faire semblant pendant quelques minutes que j'étais une personne normale buvant un café, pas une femme brisée sans avenir. La propriétaire, une femme aux cheveux gris avec des yeux perçants mais gentils appelée Madame Suzanne, remarqua immédiatement quelque chose dans mon visage. Plus tard, elle me dira qu'elle avait reconnu ce regard parce qu'elle l'avait elle-même porté pendant des années, jusqu'à ce qu'elle trouve le courage de quitter son propre mari violent. Pendant que je buvais lentement mon café, essayant de le faire durer le plus longtemps possible, elle s'assit à ma table, sans invitation, et me demanda simplement « Vous cherchez du travail ?»
Ainsi commença mon emploi au coin du café, où Madame Suzanne deviendrait non seulement ma patronne, mais une mentor qui m'enseignerait l'art de recommencer, de reconstruire une vie à partir de fragments. Les premiers jours furent un désastre de maladresse. J'ai renversé du café sur des clients, cassé 3 tasses le premier matin, confondu les commandes, au point où Madame Suzanne dut offrir des consommations gratuites pour s'excuser. Mais elle ne me renvoya jamais. Au lieu de cela, avec une patience que je ne méritais certainement pas, elle me rappela. Après 17 ans où on t'a forcé à être parfaite, tu as le droit de te tromper. Tu as le droit d'apprendre. Tu as le droit d'être humaine. Mon premier salaire, bien que modeste, à peine 800 francs pour 2 semaines de travail, fut un symbole d'autonomie tellement puissant que j'ai pleuré en recevant l'enveloppe. Je l'ai montrée à Thérèse avec une fierté presque enfantine, promettant de commencer à contribuer aux dépenses, de ne plus être un simple fardeau. C'était un début fragile, mais terriblement réel. Le vrai défi surgit quand, encouragé par Madame Suzanne et par les 1600 francs que j'avais réussi à économiser en 2 mois de travail au café, j'ai essayé de louer un petit studio. Les exigences étaient des barrières insurmontables. Preuve de revenus stables pour les 3 derniers mois, un garant avec des propriétés, un historique de crédit impeccable. Avec mon salaire de café et aucun garant disposé à risquer quoi que ce soit pour une femme excommuniée, chaque porte se fermait. La défaite s'aggrava dramatiquement quand Maître Dubois m'appela pour m'annoncer qu'Étienne, représenté maintenant par un avocat encore plus agressif, demandait la garde exclusive et définitive des enfants. Ces arguments étaient dévastateurs dans leur simplicité. Instabilité émotionnelle démontrée, violence physique prouvée, manque de logement propre, revenus insuffisants pour élever 4 enfants. Le juge avait programmé une audience finale pour septembre, me donnant exactement 4 mois pour prouver que je pouvais offrir un foyer stable, sans quoi je perdrais définitivement mes enfants. Cette nuit-là, assise sur le canapé-lit de Thérèse après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai contemplé sérieusement me rendre. Peut-être devrais-je simplement retourner avec Étienne, accepter ses conditions, vivre le reste de ma vie dans ce silence qui m'avait consumé pendant 17 ans, mais au moins ne pas perdre mes enfants. Au moins, ils auraient une mère présente, même brisée. Je tenais dans mes mains le téléphone, son numéro déjà composé, mon doigt hésitant sur le bouton d'appel. C'est Thérèse qui m'a arrêté. Elle était sortie de sa chambre, incapable de dormir, et m'avait trouvé ainsi. Sans un mot, elle s'assit à côté de moi et commença à raconter des histoires de notre enfance, me rappelant la fille que j'étais avant Étienne. « Tu te souviens quand tu as grimpé à cet arbre ?» dit-elle. « Celui près de l'école, même avec le bras fracturé, juste pour prouver aux garçons que tu pouvais le faire. Tu te souviens de cette force? Elle est toujours en toi, Jeanne. Elle a juste été endormie pendant longtemps, mais je l'ai vue se réveiller. Ne l'abandonne pas maintenant. » Au coin du café, Madame Suzanne remarqua rapidement mon habileté particulière avec la pâtisserie, ce qui commença comme une aide occasionnelle pour préparer les quelques desserts simples que le café offrait, tartes aux fruits, éclairs au chocolat, madeleines, se transforma en quelque chose de plus. Les clients commencèrent à demander spécifiquement mes créations. Bientôt, Madame Suzanne élargit le menu des desserts et mes fonctions avec lui. Les commandes de gâteaux pour des anniversaires et des célébrations, d'abord 1 ou 2 par mois, puis chaque semaine, devinrent une source additionnelle de revenus. « Tu as un vrai don », me dit Madame Suzanne un jour de juillet, après qu'un client ait commandé un gâteau de mariage pour sa fille. « Tu devrais penser à étudier ça formellement. Il y a une école technique qui offre des cours du soir de pâtisserie. Je pourrais t'aider avec les frais. » À 35 ans, avec 4 enfants que je voyais à peine, sans éducation formelle et avec un avenir incertain, je pris une décision qui semblait folle. Je m'inscrivis au cours du soir de pâtisserie et cuisine professionnelle à l'école technique professionnelle d'Aix-en-Provence. Les cours avaient lieu 3 soirs par semaine, de 18h à 22h et le samedi matin. Cela signifiait encore moins de sommeil, puisque je travaillais au café du matin à l'après-midi, mais pour la première fois depuis des années, je faisais quelque chose juste pour moi, quelque chose qui nourrissait non seulement mes compétences, mais aussi mon âme. Dans cette école, je rencontrais d'autres femmes qui, comme moi, reconstruisaient leur vie à partir de fragments. Il y avait Marianne, 42 ans, qui avait quitté un mari alcoolique après 20 ans et réapprenait à exister. Il y avait Sophie, 28 ans, mère célibataire de 3 enfants, cherchant à améliorer ses perspectives. Il y avait Isabelle, 50 ans, récemment divorcée, après avoir découvert la double vie de son mari. Nous formions une sorte de confrérie silencieuse, nous soutenant mutuellement sans même avoir besoin de mots.
Ce fut Marianne qui, apprenant mon histoire et ma bataille pour la garde des enfants, me connecta avec sa fille Adrienne, propriétaire d'une petite mais prospère boutique de produits bio à Nice. Adrienne cherchait quelqu'un pour créer une ligne de desserts sains pour sa boutique, des créations sans sucre raffiné, sans gluten, utilisant des ingrédients bio. L'idée me sembla d'abord impossible. Comment pourrais-je créer des desserts sans les ingrédients traditionnels ? Mais encouragée par mes professeurs à l'école technique et par Madame Suzanne qui m'offrit l'utilisation de la cuisine du café après les heures de fermeture, j'acceptai le défi. Les premières tentatives furent des désastres comestibles mais peu appétissants. Des brownies aux haricots noirs qui ressemblaient et goûtaient comme de la boue. Des cookies à la farine de pois chiches qui étaient durs comme des pierres. Mais graduellement, après des dizaines d'essais, de nuits blanches et de kilos d'ingrédients gaspillés, je commençais à comprendre la chimie alternative de la pâtisserie saine. Les premiers brownies aux dattes et cacao cru qui sortirent parfaits du four me firent pleurer de joie. Pendant ce temps, l'audience finale de garde approchait inexorablement. Maître Dubois était pessimiste. Sans logement propre, sans revenus suffisamment stables et documentés, avec l'incident de violence toujours lourdement dans la balance, il ne voyait pas comment convaincre le juge de me donner même la garde partagée. Le mieux que nous pourrions espérer, selon lui, serait de maintenir mes visites supervisées actuelles. Mais je refusais d'accepter cette défaite. Travaillant maintenant essentiellement 18 heures par jour entre le café, l'école technique, les commandes de dessert et les expérimentations pour Adrienne, je dormais à peine 4 heures par nuit. Mon corps montrait les signes de cet épuisement. J'avais perdu encore plus de poids. Mes mains étaient constamment coupées et brûlées des heures en cuisine, mes yeux rouges de fatigue chronique. Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. Le tournant décisif vint quand Claudine, la gérante de la boutique d'Adrienne, essaya mes créations lors d'un événement de dégustation organisé pour les clients réguliers. Elle fut tellement impressionnée qu'elle doubla immédiatement la commande hebdomadaire et me suggéra de contacter une de ses amies, Victoire, une architecte influente qui organisait régulièrement des événements professionnels et cherchait toujours des traiteurs originaux. Ce qui commença comme une simple suggestion se transforma en une opportunité terrifiante et exaltante. Victoire me contacta pour me proposer de préparer le traiteur dessert pour un événement professionnel de 50 personnes prévu fin août à Cannes, exactement 2 semaines avant mon audience finale de garde. Le contrat était généreux, 3 000 francs, presque 2 mois de mon salaire au café, mais c'était aussi un énorme risque. Je devrais investir presque tout l'argent que j'avais économisé pour acheter les ingrédients. Je devrais travailler des nuits entières pendant 2 semaines. Et si je ratais, je perdrais non seulement l'argent, mais aussi ma réputation naissante. Pendant que je préparais fébrilement les desserts pour cet événement crucial, utilisant chaque minute libre et transformant la cuisine du café en laboratoire de pâtisserie après minuit, je reçus 2 coups dévastateurs. Premièrement, Étienne, informé d'une manière ou d'une autre de mon activité croissante de pâtisserie, présenta une motion d'urgence au tribunal pour réviser la garde partagée conditionnelle, alléguant que j'opérais une entreprise alimentaire sans les licences sanitaires requises, mettant potentiellement en danger la santé publique. Son avocat argumenta que cette négligence des régulations légales démontrait mon caractère irresponsable et mon inaptitude à élever des enfants. Deuxièmement, le juge, impressionné par ces arguments, réduisit mon délai pour obtenir un logement propre de 6 mois à exactement 3 semaines, coïncidant précisément avec la date de l'audience finale. Cette nuit-là, épuisé physiquement et émotionnellement, entouré de pâtes à macarons qui devaient être reposées, de ganaches qui devaient refroidir, de tartelettes qui devaient cuire, je me suis effondré. Assise par terre dans la cuisine du café à 3 heures du matin, je pleurais silencieusement pour ne réveiller personne dans l'appartement au-dessus. C'était fini. J'allais perdre mes enfants. Même si l'événement de Cannes était un succès, même si je gagnais ces 3 000 francs, ce n'était pas suffisant pour louer un appartement et payer 3 mois de caution. C'était fini. Mais alors, dans ce moment le plus sombre, je pensais à mes enfants. À Guillaume et sa tentative courageuse de paraître fort. À Rachel et ses dessins qui criaient silencieusement sa douleur. À Luc et Daniel qui me demandaient innocemment quand je rentrerais à la maison. Et je réalisais que si je abandonnais maintenant, je leur enseignerais que quand la vie devient trop difficile, la seule option est de se rendre. Je leur enseignerais qu'une femme n'a pas de valeur sans un homme, même un homme qui la détruit. Je leur enseignerais exactement les leçons toxiques que j'avais mis 17 ans à désapprendre. Alors, à 3h30 ce matin-là, couverte de farine et de larmes, je pris une décision. J'appelai Victoire.
même si c'était une heure inappropriée, laissant un message sur son répondeur confessant toute ma situation. Les enfants, la bataille de garde, le délai impossible, le risque de tout perdre. Je lui dis que je comprendrais totalement si elle voulait annuler le contrat et trouver quelqu'un de plus stable. Puis je retournai à mes macarons, décidé à les finir parfaitement, même si c'était la dernière chose que je faisais. Victoire me rappela à 8 heures du matin. Au lieu de l'annulation que j'attendais, elle me proposa quelque chose d'incroyable. Son frère, Michel, propriétaire d'un café similaire au coin du café, mais à Aix-en-Provence même, cherchait à développer son offre de pâtisserie. Victoire lui avait parlé de moi et il était intéressé par une collaboration formelle. Un contrat de travail officiel comme chef pâtissière, avec un salaire fixe, plus un pourcentage sur les ventes de desserts, commençant immédiatement. Et il y avait plus. Le café avait un petit appartement au-dessus, actuellement utilisé comme stockage, que Michel serait disposé à rénover et à me louer à un prix très réduit en échange de mon engagement à travailler exclusivement pour lui pendant au moins 2 ans. Le jour de l'événement à Cannes arriva finalement. J'arrivais à l'élégant salon de réception avec mes créations soigneusement emballées. 150 macarons sans gluten en 5 saveurs différentes, 50 tartelettes véganes au citron et fruits rouges, 50 brownies aux dattes et noix de pécan, et 50 verrines de mousse au chocolat noir et crème de coco. Mes mains tremblaient tellement en disposant chaque pièce sur les élégantes plateaux fournis par le traiteur principal que je dus m'arrêter plusieurs fois pour respirer profondément. Mais alors, pendant que je finissais la disposition de la dernière verrine, j'entendis une voix familière derrière moi. Une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois, mais que je reconnaîtrais n'importe où. Étienne, impeccable en costume gris foncé, ses cicatrices de brûlure presque invisibles maintenant sous un maquillage professionnel, il conversait avec aisance avec d'autres invités de l'événement. Victoire, remarquant ma paralysie soudaine, s'approcha rapidement. « Je ne savais pas qu'il serait ici », chuchota-t-elle. « C'est un client de mon cabinet d'architecture. Nous dessinons le nouveau temple pour sa congrégation. Veux-tu que je te trouve un prétexte pour partir ?» Je regardais Étienne, cet homme qui avait contrôlé chaque aspect de ma vie pendant 17 ans, qui m'avait réduite à une ombre de moi-même, qui maintenant essayait de m'enlever mes enfants. Et je réalisais quelque chose de fondamental. J'avais peur de lui. Oui. Mais cette peur n'était plus paralysante. Elle était juste une émotion parmi d'autres, une que je pouvais reconnaître et gérer sans la laisser me définir. « Non, dis-je à Victoire, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Je reste, c'est mon travail, c'est mon avenir, je ne vais plus fuir. » L'événement fut un triomphe absolu. Les invités, majoritairement des professionnels fortunés du secteur de l'immobilier et de l'architecture, n'avaient apparemment jamais goûté de pâtisserie végane ou sans gluten de cette qualité. Les compliments affluaient. Plusieurs personnes me demandèrent mes cartes de visite, que je n'avais évidemment pas. Victoire, voyant l'opportunité, improvisa en notant mon nom et le nom du café de son frère sur des serviettes élégantes. À un certain moment de la soirée, inévitablement, Étienne s'approcha du buffet de dessert. Nos regards se croisèrent pour la première fois depuis l'incident. Je vis passer tant d'émotions sur son visage. Surprise, colère, quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration malgré lui, puis de nouveau cette colère froide que je connaissais si bien. Il prit un macaron, le goûta, et pendant un instant, je vis quelque chose craquer dans son masque de contrôle. C'était bon, vraiment bon, et il ne pouvait pas le nier, même à lui-même. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il, sa voix basse pour ne pas être entendu par les autres invités. « Oui », répondis-je simplement. Il sembla vouloir dire quelque chose de plus, peut-être une insulte, peut-être une menace, mais se retint. À la place, il tourna les talons et partit rapidement, quittant l'événement bien avant sa fin. À ce moment, entre l'arôme persistant de chocolat et les regards d'approbation des convives qui continuaient à affluer vers mes créations, je sus, avec une certitude absolue, que j'avais franchi un seuil irréversible. Je n'étais plus la femme brisée qui avait quitté sa maison 4 mois auparavant. J'étais en train de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un que je n'avais pas encore pleinement rencontré, mais que j'avais hâte de connaître. L'audience finale de garde arriva 2 semaines plus tard, un mardi matin de septembre 1984. Je me présentais au tribunal avec Maître Dubois, mais cette fois, j'avais une mallette pleine de documents que nous n'avions pas eus lors de l'audience précédente. Un contrat de travail formel comme chef pâtissière au Café Jardin d'Aix-en-Provence, avec un salaire mensuel de 4500 francs plus commission. Un contrat de location pour l'appartement au-dessus du café,
petit mais légal et aux normes, avec mes 3 premiers mois de loyer déjà payés grâce à l'argent de l'événement de Cannes. Des lettres de recommandation de Madame Suzanne, de mes professeurs à l'école technique, et même une de Victoire attestant de mon professionnalisme et de mon talent. Des photos de l'appartement déjà meublé avec des lits pour les enfants, grâce à des meubles donnés par Thérèse et achetés d'occasion. L'avocat d'Étienne essaya de minimiser ces documents, argumentant qu'un emploi de 4 mois et un appartement de 2 pièces ne pouvaient se comparer à la stabilité d'une grande maison et d'une position respectée dans la communauté qu'Étienne offrait. Il insista sur l'incident de violence, me présentant toujours comme dangereuse et émotionnellement instable. Mais cette fois, Maître Dubois avait une stratégie différente. Il appela à la barre Madame Bertrand, la travailleuse sociale qui supervisait mes visites. À la surprise générale, elle témoigna que dans tous ses rapports sur nos rencontres, elle n'avait observé aucun signe d'instabilité émotionnelle de ma part. Au contraire, elle avait noté une relation clairement affectueuse et saine entre moi et mes enfants. Puis, Maître Dubois produisit quelque chose que je ne savais même pas qu'il avait obtenu. Des relevés bancaires montrant des transferts réguliers et importants du compte de la congrégation vers des comptes personnels d'Étienne, coïncidant avec ses déplacements fréquents dans différentes villes, des dépenses inexplicables dans des hôtels de luxe et des restaurants romantiques. Et finalement, le coup de grâce. Marthe elle-même, qui avait accepté de témoigner par écrit depuis sa nouvelle ville, confirmant non seulement sa relation avec Étienne, mais nommant 3 autres femmes de différentes congrégations qui avaient été ses maîtresses au fil des années. Le juge, le même homme d'âge moyen qui m'avait semblé si pressé lors de la première audience, prit son temps cette fois. Il examina chaque document, lut attentivement le témoignage de Marthe, interrogea directement Étienne sur les transferts d'argent. Étienne, pour la première fois, perdit son calme habituel, balbutiant des explications confuses sur des dépenses ministérielles légitimes, sur des femmes confuses qu'il avait là mal compris, sur une campagne de diffamation orchestrée par une épouse amère. Mais le masque était tombé. Le juge vit ce que moi seul avais vu pendant 17 ans. L'homme derrière le pasteur, le manipulateur derrière le saint. Le verdict tomba comme un coup de marteau libérateur. Garde partagée établie officiellement, 1 semaine avec moi, 1 semaine avec lui, avec réévaluation dans 6 mois. Le juge ajouta quelque chose d'inhabituel. Des sessions de thérapie obligatoires pour toute la famille, incluant Étienne, pour traiter le traumatisme de la séparation. Et il ordonna à Étienne de ne plus utiliser les enfants comme messagers ou espions, sous peine d'amende et de réduction de son temps de garde. 6 mois plus tard, la vie dans le petit appartement au-dessus du café-jardin était devenue un nouveau foyer authentique pour moi et mes enfants pendant leur semaine de garde. À mes 36 ans, en 1985, je découvrais une version de moi-même que je n'avais jamais imaginée. Cheveux courts, au style des femmes modernes de Nice, libérée du chignon strict qu'Étienne m'avait toujours imposé, mains marquées par le four et les couteaux, mais pleines de dessin et de créativité, et un regard qui soutenait son propre reflet, sans doute, ni honte. Je me regardais dans le miroir chaque matin, et je reconnaissais enfin la personne qui me regardait. Les relations familiales se transformèrent profondément et graduellement. Guillaume, maintenant 16 ans, initialement si amer et en colère, commença à s'ouvrir pendant les après-midi où il m'aidait en pâtisserie. Il apprit à faire des macarons, à tempérer le chocolat, à créer des décors en sucre. Un jour, alors que nous travaillions côte à côte en silence, il dit soudainement « Maman, je suis désolé pour toutes les choses méchantes que j'ai dites. Je ne comprenais pas. Papa nous racontait que tu étais celle qui avait détruit notre famille, mais maintenant je vois que tu essayais juste de nous sauver. » Je pleurais en l'étreignant, mes mains pleines de farine laissant des traces blanches sur son dos. Rachel, la plus intuitive de mes enfants, s'épanouit de manière spectaculaire en voyant l'exemple d'indépendance maternelle. Elle développa son talent artistique qu'Étienne avait toujours découragé, disant que l'art était une perte de temps pour une jeune fille qui devait apprendre les compétences domestiques. Ses dessins, qui avaient été si sombres durant les premiers mois de notre séparation, devinrent plus lumineux, plus colorés, plus pleins d'espoir. Michel, le propriétaire du café, créa un petit espace d'exposition dans un coin du café où les œuvres de Rachel étaient accrochées et même vendues occasionnellement. La fierté dans ses yeux quand quelqu'un achetait un de ses dessins était quelque chose que je n'oublierai jamais. Luc et Daniel, plus jeunes, s'adaptèrent avec la résilience particulière des enfants. Ils acceptèrent rapidement la nouvelle routine.
Une semaine avec maman dans le petit appartement chaleureux qui sentait toujours le pain frais et le chocolat. Une semaine avec papa dans la grande maison silencieuse où il devait être parfait et tranquille. Je voyais bien que Daniel, maintenant 7 ans, préférait mes semaines. Papa est toujours en colère maintenant, me confia-t-il un soir au coucher. Il dit que c'est de ta faute, mais moi je pense qu'il était déjà en colère avant. Je me rappelle. Les rencontres avec Étienne pendant les échanges de garde, qui se faisaient maintenant devant le café selon l'ordre du juge pour éviter les confrontations au domicile de l'un ou l'autre, perdirent graduellement leur tension électrique. La première fois qu'il vint chercher les enfants et me vit à travers la vitrine du café, en uniforme de chef pâtissière, riant avec des clients, clairement dans mon élément, je vis quelque chose changer sur son visage. Ce n'était pas de l'admiration, Étienne n'était pas capable de cela. C'était plutôt une sorte de désorientation, comme si le script qu'il avait dans sa tête, celui où je revendrais en rampant après avoir échoué dans le monde réel, avait été déchiré. Sans ma réactivité ancienne, sans mes larmes, sans ma peur, je brisais le cycle de contrôle qui nous avait définis pendant 17 ans. Comme des vagues qui reculent en ne trouvant pas de résistance, ces commentaires piquants, ces menaces voilées, ces tentatives de manipulation cessèrent graduellement quand ils cessèrent de produire l'effet désiré. Même quelques membres de l'ancienne congrégation, spécialement des femmes comme sœur Louise, une dame d'une 50aine d'années qui avait toujours été gentille avec moi, commencèrent à visiter le café en secret. Au début, elles venaient juste pour acheter des desserts, prétendant que c'était par hasard. Mais graduellement, certaines commencèrent à s'asseoir et à parler, cherchant des conseils sur leur propre lutte silencieuse. Louise me confia un jour que son propre mariage était difficile, que son mari, également ancien de la congrégation, était contrôlant et parfois violent. « Mais comment pourrais-je partir ?» demanda-t-elle avec désespoir. « J'ai 52 ans, je n'ai jamais travaillé, je n'ai aucune qualification, et la congrégation me rejetterait complètement. » Je lui racontai mon histoire, pas pour lui dire quoi faire, mais pour lui montrer que le changement était possible, même quand il semblait impossible. Je lui donnais les contacts de Madame Suzanne, de l'école technique, des services sociaux qui m'avaient aidé. Je ne sais pas si elle a jamais utilisé ces informations, mais le simple fait de les avoir semblait lui donner un peu d'espoir. Un matin d'automne 1986, pendant que je goûtais une nouvelle recette de gâteau aux épices et aux poires pour le menu d'automne, Rachel, maintenant 14 ans, fit une observation qui me toucha profondément. Elle regardait un gâteau que j'avais préparé la veille et qui reposait maintenant dans la vitrine réfrigérée. « C'est comme toi, maman, » dit-elle pensivement. « Ce gâteau. »« Comment ça ?» demandai-je, intriguée. Elle expliqua. « Par l'extérieur, il semble prêt immédiatement, beau et décoré. Mais tu m'as expliqué que l'intérieur avait besoin de temps, que les saveurs devaient se mélanger, que la texture devait s'établir. Tu semblais prête à être sa femme quand tu t'es mariée, mais à l'intérieur, tu avais besoin de plus de temps pour devenir toi-même. Et maintenant, tu es vraiment cuite, vraiment prête, vraiment toi. » La simple analogie de ma fille adolescente encapsulait si parfaitement mon voyage que je dus m'asseoir, submergée par l'émotion. Des années de perfection externe apparente, de sourires forcés et de soumission performée, cachant une cuisson interne incomplète, une femme qui n'avait jamais eu la chance de vraiment se développer. Maintenant, pour la première fois de ma vie, je pouvais véritablement savourer la douceur d'une vie authentiquement mienne. L'entreprise de pâtisserie continuait à grandir. Mes créations véganes et sans gluten devinrent de plus en plus populaires, pas seulement parmi les clients avec des restrictions alimentaires, mais aussi parmi ceux qui appréciaient simplement la qualité et la créativité. Michel me donna plus d'autonomie pour développer le menu, pour expérimenter avec de nouvelles techniques et ingrédients. Je commençais même à donner des cours de pâtisserie saine les samedis après-midi dans le café, enseignant à d'autres femmes et quelques hommes les secrets que j'avais appris. Voir leur visage s'illuminer quand ils réussissaient leur premier macaron parfait, ou quand ils goûtaient un brownie sans sucre raffiné qui était quand même délicieux, me remplissait d'une satisfaction que je n'avais jamais connue durant mes 17 ans de mariage. Les années passèrent, chacune apportant ses défis, mais aussi ses victoires. En 1987, je pus enfin acheter ma première voiture d'occasion, une petite Renault 5 qui me donna une mobilité et une indépendance nouvelles. En 1989, j'économisais suffisamment pour le dépôt sur un véritable appartement, plus grand, avec 3 chambres, un pour moi et un pour chacun des couples de mes enfants. Guillaume avait maintenant 19 ans
et commençait ses études universitaires en commerce, rêvant d'ouvrir sa propre boulangerie un jour. Rachel, 17 ans, avait été acceptée à l'école des beaux-arts d'Aix-en-Provence. Luc, 14 ans, excellait en mathématiques et en sciences. Et Daniel, 11 ans, le plus jeune, avait développé une passion pour la cuisine, m'aidant souvent dans la pâtisserie et parlant déjà de devenir chef. Mes relations avec Étienne continuèrent à évoluer vers une sorte de neutralité civile. Il se remaria en 1988 avec une jeune femme de la congrégation, 20 ans sa cadette. Je priais sincèrement pour elle, espérant que son expérience serait différente de la mienne, bien que j'en doutais. Les enfants me racontèrent parfois des choses qui me faisaient craindre que les mêmes patterns se répétaient. Mais ce n'était plus ma bataille. J'avais fait ce que je pouvais, en brisant mon propre cycle de silence et en montrant à mes enfants qu'il existait un autre chemin. À mes 90 ans, en 2023, assise dans mon fauteuil préféré, près de la fenêtre de mon appartement à Aix-en-Provence, je réfléchis sur les 17 ans que je suis restée en silence, comparés aux 38 ans de liberté que j'ai vécu depuis. Il n'y a pas de regret absolu, car ces années difficiles m'ont façonné tant dans mes cicatrices que dans la force immense que j'ai développée pour les surmonter. Mes enfants, fruits de ce temps sombre, sont mon plus grand trésor, et pour eux, je ne changerai rien. Guillaume possède maintenant une chaîne de 3 boulangeries-pâtisseries prospères dans la région. Rachel est une artiste reconnue dont les œuvres ont été exposées dans des galeries à Paris et même à l'étranger. Luc est devenu ingénieur et travaille sur des projets de développement durable. Et Daniel, mon bébé qui n'est plus un bébé, est chef exécutif dans un restaurant étoilé à Nice. Mais j'ai appris que la libération n'est pas une destination finale qu'on atteint et où on peut se reposer pour toujours. C'est un voyage continu, un choix quotidien, une vigilance constante. Il y a encore des jours, même maintenant à 90 ans, où la voix d'Étienne résonne dans mon esprit, questionnant mes décisions, diminuant ma valeur, répétant ces messages toxiques qu'il avait gravés si profondément en moi pendant toutes ces années. Des jours où la peur revient, se glissant comme une ombre familière sous la porte de ma conscience. Mais la différence fondamentale maintenant est que je reconnais ces voix pour ce qu'elles sont vraiment, des fantômes du passé, puissants dans la mémoire et l'écho, mais complètement sans substance réelle, incapables de me contrôler à moins que je ne leur donne ce pouvoir. Pour toutes les femmes qui, comme moi, ont vécu ou vivent encore dans des silences qui brûlent, qui consument, qui détruisent lentement l'âme, je n'ai qu'un message simple mais absolument vital. Ta valeur intrinsèque ne dépend de la validation, de l'approbation ou de la permission de personne. Ta voix, bien que peut-être rauque et rouillée par des années de non-usage, bien que tremblante d'incertitude, reste fondamentalement et irrévocablement tienne. Et peu importe combien de temps a passé, peu importe combien d'années tu as perdu dans le silence et la soumission, il n'est jamais, jamais trop tard pour la redécouvrir, pour la récupérer, pour commencer à parler ta vérité. Il n'existe pas de moment parfait pour recommencer, pas de constellation d'étoiles alignées qui signalera que c'est le bon moment pour partir, pas de carte infaillible ou de GPS magique pour te guider dans la reconstruction de ta vie. Chaque chemin est unique, fait de petits pas hésitants, de reculs occasionnels et déchirants, de victoires minuscules qui semblent insignifiantes mais qui sont en fait monumentales, et surtout du courage brut et désespéré de continuer à essayer même quand chaque fibre de ton être veut t'abandonner. Récemment, Guillaume est revenu d'un dîner avec son père, quelque chose qui arrive rarement maintenant, visiblement perturbé. Après un moment d'hésitation, assis dans ma cuisine, pendant que je préparais du thé, il m'a confessé « Papa a dit que tu nous avais probablement remplacés émotionnellement par une nouvelle famille, maintenant que tu es si indépendante et réussie, que tu n'as vraiment plus besoin de nous. » Au lieu de me défendre immédiatement, de m'indigner, de protester avec véhémence comme je l'aurais certainement fait des années auparavant, je me suis simplement assise en face de lui et je lui ai demandé calmement « Et toi, Guillaume, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est ce que tu as ressenti de ma part pendant toutes ces années ?» Il réfléchit longuement, remuant son thé, regardant par la fenêtre, avant de finalement répondre « Non. Je pense que papa ne comprend pas, et peut-être qu'il ne comprendra jamais. Que tu ne voulais pas te débarrasser de nous. Pas du tout. Tu voulais seulement te débarrasser de la façon dont il te traitait, de la personne qu'il te forçait à être. Tu nous as sauvés en te sauvant toi-même, même si nous étions trop jeunes et trop confus pour le comprendre à l'époque. Cette compréhension dans les yeux de mon fils, maintenant un homme de 53 ans avec ses propres enfants, me remplit d'un espoir profond et d'une gratitude infinie,
non seulement pour moi et pour ce que j'ai accompli, mais pour la personne qu'il était devenu. Quelqu'un capable de voir au-delà des manipulations subtiles, de questionner les narratives imposées par l'autorité, de distinguer clairement entre amour authentique et contrôle déguisé en protection ou en guidance. Peut-être est-ce là mon plus grand triomphe, celui dont je suis le plus fier. Non seulement avoir trouvé et récupéré ma propre voix après tant d'années de silence forcé, mais avoir créé et protégé l'espace nécessaire pour que mes 4 enfants trouvent et développent les leurs sans les restrictions toxiques que j'avais connues. Aujourd'hui, quand je prépare un dessert particulièrement délicat, comme ces macarons français parfaits qui exigent une précision quasi scientifique et une patience de moine, je me rappelle que les choses les plus précieuses, les plus belles, les plus durables naissent invariablement des processus les plus difficiles, les plus longs, les plus exigeants. Parfois, il faut se briser complètement et totalement, comme les blancs d'œufs violemment battus jusqu'à former des pics fermes et brillants, pour se transformer en quelque chose de fondamentalement nouveau, de structurellement différent, et paradoxalement de beaucoup plus fort que ce qu'on était avant. Le silence qui m'avait défini pendant 17 longues années ne me définit plus du tout. Même mon histoire avec Étienne, aussi douloureuse et formatrice qu'elle ait été, n'est plus le centre de mon identité. Ce qui me définit vraiment maintenant, ce sont les choix que je fais chaque jour, chaque moment, chaque instant où je dois décider qui je veux être et comment je veux vivre. Comme je le dis souvent à mes enfants et maintenant à mes 7 petits-enfants qui me rendent visite régulièrement, nous ne sommes pas ce que nous vivons passivement. Nous ne sommes pas les choses qui nous arrivent contre notre volonté. Nous sommes ce que nous décidons consciemment et courageusement de faire avec ces expériences. Comment nous choisissons de les transformer, de les transcender ou de les utiliser pour devenir plus sages, plus forts, plus compatissants. Et moi, j'ai fait mes choix. J'ai choisi de transformer ma douleur profonde en force résiliente, mon silence étouffant en voix claire et ferme, mes blessures sanglantes en sagesse durement gagnée. Surtout, j'ai choisi de convertir des ingrédients simples et ordinaires en petites œuvres d'art comestibles, en moments de joie pure, en souvenirs sucrés, adoucissant le monde autour de moi, un plat délicieux à la fois, une personne touchée à la fois, une histoire partagée à la fois. Le silence a été brisé, et dans ce brisement, dans cette rupture violente mais nécessaire, j'ai trouvé non seulement ma liberté, mais aussi moi-même.